Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Hier, au cours du conseil des cabinets, le ministre de la Santé, dans sa présentation de la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus, faisait savoir que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 s'élève à 5356 cas au Cameroun, parmi lesquels 177 décès et 3326 personnes guéries. Pour Manauda Malachi, l'augmentation de ces dernières semaines du nombre de patients est principalement due au relâchement observé dans l'application des gestes barrières. C'est dans ce contexte de phase compliquée de la pandémie que les élèves des classes d'examen et étudiants sont appelés à reprendre le chemin des classes dès lundi 1er juin. Face aux réserves d'une frange de la communauté éducative, le gouvernement se veut tout de même rassurant et affirme que des dispositions ont été prises par les ministres du secteur éducatif pour assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale au sein des établissements scolaires et universitaires. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Retour à l'école et Covid-19, à quoi devrait-on s'attendre? Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec l'honorable Marlise Doualabel. On dit toujours honorable, c'est bien. On reste honorable, c'est bien cela. Honorable Marlise Doualabel, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Merci de m'avoir convié. Voilà, vous défendez comme toujours les couleurs du RDPC, peut-être même de votre champion. Parce qu'on dit souvent, vous êtes les défenseurs du lion. C'est bien cela. Nous sommes les communicants du lion. Les communicants du lion, c'est une formule très chère au professeur Boyomo Assala. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, Marlise Doualabel, ancienne du lycée Joss, c'est ça? On vous a vu très active ces derniers temps. Vous paraît bien la rentrée des enfants. Oui, ancienne du lycée Joss, c'est vrai. Oui. Mais mon activité est plutôt justifiée ou alors peut s'expliquer par les fonctions que j'assume au niveau du lycée Joss, à savoir président du conseil d'établissement. Voilà, ok. Donc tout est fin prêt là-bas pour lundi? Oui, je crois, nous sommes toujours à pied d'œuvre et on s'active, mais surtout ce qui est important, c'est le sens de l'engagement du personnel enseignant, le sens de l'engagement du personnel administratif. Oui. Tout le monde autour du proviseur, je vous jure que c'est une vraie ruche. Okay. Nous sommes en plein sur les chantiers. Voilà, en face de vous, Valérie Niek, bonsoir, bienvenue. Valérie, bienvenue à Douala. Merci encore Serge Alain. Bonsoir à vous, bonsoir à Alex Honorable, Marlise, que je respecte beaucoup. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et particulièrement à tous ceux-là qui souffrent du Covid ou qui ont des gens qui en souffrent. Voilà, Valérie Niek du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Exactement. C'est bien cela. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Deauville, où nous attend le docteur Nokam Gislain, neurologue à Deauville. Comme je l'ai dit, bonsoir docteur, bienvenue une fois de plus. Oui, bonsoir, c'est Alain. C'est bien d'être avec vous ce soir, échanger un peu de l'actualité du Covid à Cameroun. Voilà, on va permettre que la technique essaye de voir avec le docteur Nokam, parce que la qualité d'écoute n'est pas optimale. Bon, on commence par Douala, docteur honorable Marlise Doualabel. On a quand même suivi des sons de cloche discordants, des syndicats d'enseignants qui ont posé un certain nombre de préalables, des parents même, vous les avez suivis sur ce plateau qui était formel. Ils disent que dans ce contexte, dans ces conditions-ci,
pas question pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école dès lundi. Parce que ça se justifie par le fait que la courbe, la contamination est de plus en plus exponentielle. Alors permettez, Serge Alain, en retour, oui. Que je dise à Madame Niek que... Je vous vois venir. Parce qu'elle a dit ex-honorable, c'est ça? Non, pas du tout. Elle a dit c'est une personne que j'admire, que je respecte beaucoup. Voilà. Mais je voulais vous rendre la politesse pour dire que j'ai déjà eu à vous écouter. Oui. Et je suis fière parce que vous représentez notre avenir et de la plus belle manière. Déjà par votre beauté et ensuite par votre verbe, votre raisonnement et surtout votre engagement, parce que tout cela ne sert à rien si on ne peut pas porter les causes qui font avancer notre pays. D'accord. Voilà, honorable donc, comme je disais, vous avez suivi des parents sur ce plateau, puisque hors de question d'envoyer leurs enfants à l'école dès lundi. Ce débat, je voudrais qu'il ait une note de gravité. Oui. Parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de notre propre vie, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les différents environnements. L'enfant qui va à l'école, s'il n'est pas en sécurité, met en insécurité toute sa famille. Oui. Donc en fait, il ne s'agit pas seulement de la santé de nos enfants. En priorité, oui, mais très vite, nous sommes obligés de parler de toute la population camerounaise. Donc c'est un sujet grave. Et j'aimerais également, si ma copanéliste est d'accord, qu'on évite ces débats qui vont souvent, sur certains sujets, ça peut s'expliquer, hein, mais sur d'autres non, qui vont sur de la propagande politique. Ici, je pense que... Le président a parlé d'union sacrée le 19. Voilà. Vous avez retenu la leçon. C'est très bien. Donc, ce sont des sujets pour lesquels, bien que nous ayons des chapelles à défendre, mais pour lesquels nous avons intérêt à mettre nos intelligences ensemble pour arriver aux bonnes solutions. Oui. C'est vrai que les syndicalistes se sont prononcés, certains syndicalistes se sont prononcés. J'espère qu'ils ont à l'esprit la loi d'orientation de l'éducation et qu'ils connaissent parfaitement quelles sont leurs responsabilités dans la chaîne éducative. Maintenant, on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qu'ils ont présenté comme crainte ou risque ou angoisse. On ne peut pas les balayer comme ça. Il faut y aller pour les rassurer sur chacun des arguments avancés qu'ils ont tort de penser que, en nous mettant ensemble, nous ne pouvons pas gagner le pari de cette rentrée qui, somme toute, peut s'expliquer par la durée de l'année scolaire. On a déjà fait pratiquement les 80% de l'année scolaire. Ouais. Et ça s'appuie justement sur ces chiffres-là pour dire qu'on peut évaluer les enfants en fin d'année. En fin d'année sur cette base-là. Oui. Mais on peut aussi ajouter que l'examen, c'est quand même l'examen. C'est pas pour rien que l'examen existe. Hein, et que pour valider à certains niveaux comme le probatoire, le BEPC, le probatoire et le bac, mettre un enfant dans une salle presque isolé face à tout ce qu'il a emmagasiné et qu'il doit délivrer au moment qu'il est devant sa feuille blanche, c'est aussi une étape importante dans la construction de l'enfant. L'enfant apprend ce que c'est qu'une épreuve et ça participe à l'aider à grandir. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aurais dit, oui, si on a donc fait 80%, ça veut dire qu'il reste à peu près 20%, sinon moins dans certaines classes, pour boucler l'année et pouvoir mettre les enfants dans des conditions idéales. Ça va prendre maxi 1 mois en étant sérieux et chacun jouant sa partition. Je pense qu'on peut mettre nos enfants en sécurité. Voilà, on va prendre tout de suite la direction. On va repartir à Deauville. Docteur Nokam, est-ce que vous comprenez cette décision des autorités camerounaises à renvoyer les élèves des classes d'examen, il faut le préciser, et les étudiants à partir de lundi 1er juin, alors que
les chiffres ne sont pas bons du tout. Hein. Et le ministre de la Santé, lui-même dans un tweet lundi, parlait de phase compliquée de la pandémie. Est-ce que vous comprenez cette décision-là? Oui. Oui, c'est ça là. Oui, docteur Nokam, je vous demandais de réagir sur cette décision du gouvernement camerounais de faire reprendre les cours lundi 1er juin aux élèves des classes d'examen et dans nos universités, après que le ministre de la Santé lui-même ait dit comme ça que on se trouve dans une phase compliquée de la pandémie. Est-ce que vous comprenez cette décision-là des pouvoirs publics camerounais? Oui, déjà là, bon, effectivement, il y a eu cette décision dans le but de l'école, dans les lycées, dans les collèges, il y a les universités, un peu comme c'est le cas en France depuis quelques semaines. Je pense que, comme vous l'avez dit, ils vont apprendre à dire la Covid. Si on garde les enfants à la maison pendant toute cette période de pandémie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas continuer, qui ne peuvent pas apprendre tout seul à la maison, et il y aura beaucoup de frustrations. Vous savez bien qu'au Cameroun, tous les parents n'ont pas le niveau pour former les enfants à la maison. Donc il ne faudrait pas que plus de même, en plus de Covid-19, on trouve qu'on a une génération d'enfants sacrifiés. Ce qui est important dans le Covid, dans la société, c'est qu'il faut que, on sait que la maladie va évoluer, peut-être ne m'apprendre pas à faire le plus, c'est possible, mais il faudrait savoir que les hôpitaux doivent être préparés à recevoir régulièrement les patients. Parce que, en fait, qu'est-ce que la Covid-19? Ça montre, en fait, ça met en place le système de santé de chaque pays. Les pays qui ont le meilleur système de santé, on voit, par exemple, le Cuba, qui en parlait du Cuba, il y a très peu de décès. On voit l'Allemagne, il y a très peu de décès. Donc le Cameroun doit aussi apprendre à vivre avec. Et il faut savoir que, vous savez que à ce jour, plein d'enfants développent la maladie. C'est vrai qu'il y a eu une forme de maladie, de nouvelle maladie, qu'on appelle Kawasaki Life, qui touche beaucoup d'enfants. La maladie de Kawasaki, des noms médecins, c'est une petite maladie, une vascularité, une maladie des petites artères, qui a touché chez les enfants, tous les enfants de 1 à 8 ans. Et on s'en rend compte que depuis le Covid-19, par exemple, en France, c'est 144 cas, les gens qui des enfants qui ont développé pendant le Covid-19 avec diarrhée. Voilà, on va permettre beaucoup de difficultés à voir le docteur Nokam ce soir, on ne sait pas ce qui se passe. Le temps pour la régie de voir ce qui ne va pas avec Deauville. Valérie Niek, sur cette situation, les enfants doivent reprendre le chemin des classes dès lundi. Une décision. Comment vous l'appréciez? Vous avez suivi sur ce plateau des parents. Il y en a qui sont pour, hein. Pas dire que tous sont contre. Il y en a qui pensent que non, les enfants devraient reprendre. Parce qu'on les voit dans les marchés, on les voit jouer au football toute la journée, qui devraient normalement repartir à l'école dès lundi. Ok. Déjà, je rejoins, n'est-ce pas, Madame Marlise Bell, quand elle dit il faudrait que nous mélangions toutes nos intelligences pour résoudre, pour trouver une bonne solution. Là, vraiment, nous sommes complètement d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec elle lorsqu'elle s'en va dire que chacun des éléments avancés par les syndicats sont faux. Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez dit qu'ils ont tort sur chacun des éléments qu'ils ont avancés. Non, pas du tout. Tels sont là vos propos, Madame Marlise. Non, pas du vous tout. avez dit, je vous répète, sur chacun des éléments, il faut qu'ils sachent que sur chacun des éléments avancés, ils ont tort. Voilà vos mots. Non, sauf pas, si pas, vous pas les retirez tout. maintenant, non, madame. pas du tout. Alors, je continue en disant, pour Oui, répondre pas à du la tout. question, que personnellement, je pense que vouloir, n'est-ce pas, faire une rentrée scolaire le 1er juin, ce serait dans un premier temps créer une autre illusion chez les Camerounais, comme quoi le gouvernement aurait la maîtrise de la situation. C'est une pure illusion. Et justement, parce que la population camerounaise nous a démontré qu'elle est dans l'illusion avec l'ouverture des bars,
des jeux de loisirs et tout ce qui va avec. Rendez-vous compte, au 30 avril, si je me souviens, lorsque on sortait le communiqué comme quoi il faudrait que les mesures d'assouplissement soient, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de, nous étions au 30 avril dans les 1000 cailles poussières, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000. À près de 5500 déjà. Oui. Près de 5500. Donc, il y a environ une augmentation de 3500 cas en un laps de temps. Donc, et ça, s'il vous plaît, pour le rappeler, ce sont des adultes. Puisqu'en principe, dans les snacks, dans les espaces commerciaux et tout, on y retrouve des adultes très souvent. Des adultes qui sont censés, n'est-ce pas, avoir un certain comportement ou qui sont censés avoir une certaine maîtrise. Imaginez donc un temps soit peu les enfants qu'on jette dans la gueule du loup. Si l'adulte ne peut pas se maîtriser, vous voulez que l'enfant, lui, il arrive à se maîtriser ou qu'il arrive à se contrôler? Non, Serge Alonto, je ne pense pas que cela soit possible. Je pense que pour que l'enfant puisse suivre un certain exemple, il faudrait déjà que l'adulte soit un exemple. Dans notre pays, malheureusement, les adultes ne sont pas des exemples. Et quand je parle d'adultes, je parle aussi de notre gouvernement. Dans notre gouvernement, malheureusement, nous n'avons pas un exemple. Mais c'est bizarre. Ces gens qui nous gouvernent voudraient que nous, la population, que nous soyons responsables à leur place. Non. C'est d'abord le parent qui commence à être responsable. Et l'enfant y suit par après. On ne peut pas demander aujourd'hui à nos enfants de rentrer à l'école et on espère que nous, ayant échoué, c'est-à-dire nous, les adultes, ayant échoué dans les bars, les centres commerciaux, on espère qu'eux, ils vont réussir. Par quelle magie vont-ils le faire? Soyons quand même logiques, soyons cohérents, ayons l'esprit analytique pour pouvoir comprendre la situation et comprendre que si nous, adultes, nous sommes à un niveau, j'ai dit un truc bête comme ça, si nous sommes à un niveau de 9 sur 20, nos enfants seront à un niveau même de 3 sur 20, carrément au niveau comportemental. Alors, si à 9 sur 20, on a pu avoir plus de 3500 cas, imaginez nos enfants, combien de cas va-t-on augmenter dans la population? Mais où va-t-on en réalité? Je pense sincèrement que c'est tout, sauf une bonne décision. Cette rentrée peut être reportée ou même complètement annulée. Donc vous pensez que pour vous, l'année scolaire, vous pouvez dire qu'elle s'est arrêtée le 17 mars? Oui, pourquoi ne pas le dire ainsi? C'est le faux. Je pense surtout que la vie a le dessus surtout. Parce que lorsqu'on ouvrait par exemple les snack bars et tous les centres, les espaces commerciaux, la raison principale qui a été utilisée, et même que M. Biya l'a rappelé lors de son discours du 19 mai, que c'est principalement pour des besoins économiques. Ouais. Voilà. Alors, c'est comme quoi on est en train de nous dire qu'au Cameroun, la vie est en deçà de l'économie. C'est-à-dire l'économie prime sur la vie. Mais vraiment, ça, j'ai l'impression que c'est carrément le vice qui fait pipi sur la vertu. Carrément. Quand on pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on privilégie l'économie, alors que ce sont les gens qui fabriquent ou qui produisent cette économie. On doit d'abord et avant tout pouvoir, n'est-ce pas, se rassurer que nous serons vivants avant de penser à voir comment reconstruire une économie qui sera potentiellement morte. Ok, merci. On repart en France, cette fois-ci, direction Amiens, où nous attend le docteur Touba Alexandre, anesthésiste, réanimateur et médecin urgentiste à Amiens. Bonsoir docteur Touba, bienvenue une fois de plus. On a un petit problème de son. Bonsoir aux panélistes sur le plateau et bonsoir à toute la famille au Cameroun. Voilà, docteur Touba, je reste avec vous. Lundi, c'est la reprise des classes au Cameroun, alors que, visiblement, selon les spécialistes, nous n'avons pas encore atteint le pic. De plus en plus, le taux de patients augmente au Cameroun. Comment comprendre cette décision? J'ai pas bien saisi votre question, Serge Alain. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Docteur Touba, je dis lundi 1er juin, ce sera la reprise des classes pour les élèves des classes d'examen, bien évidemment, et à l'université, alors que depuis les décisions du 17 mars, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de patients Covid. Comment comprendre cette décision?
Oui, comment comprendre cette décision? Je crois que c'est une décision qui est difficile à orienter ou à commenter parce que contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont adopté cette stratégie de reprise des classes, le Cameroun se trouve dans la phase ascendante, n'est-ce pas, du nombre d'infectés Covid-2. Donc, ça va être difficile à gérer, mais ce n'est pas impossible si tout est bien organisé. On sait très bien, on a déjà un très bon recul par rapport à l'atteinte de la population jeune et surtout des enfants. On sait que la maladie Covid ne sévit pas beaucoup dans la population de ce jeune âge-là. Maintenant, ce qui va être important, c'est la surveillance. C'est-à-dire qu'on va lancer ce retour à l'école. Il faudra être vigilant. À mon avis, aller même jusqu'à tester tous les enfants qui auront un moindre symptôme pour éviter, n'est-ce pas, cet effet de cluster. Donc, c'est la décision prise par le Cameroun, c'est pas forcément une mauvaise décision, c'est pas forcément non plus une bonne décision. On ne sait pas parce que le Covid reste quand même une maladie qui nous surprend tous. Donc, si on a vu par exemple des pays comme la Suède qui n'ont pas fermé du tout, si le Cameroun décide de repartir sur la politique d'ouverture, de reprise de classe, il faudra être super vigilant. Plus vigilant qu'actuellement parce que on est vraiment sur la courbe ascendante, donc il faudra à la limite un genre d'équipe devant des écoles pour, n'est-ce pas, être prêt à mon avis à refermer dans le cas où ça repartait en escalade. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, docteur Ntouba, je reste avec vous. Vous avez dit que la population estudiantine et même en âge scolaire n'est pas trop exposée. Mais il y a les enseignants aussi. Ah oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ça va être le problème parce que moi, j'ai eu aujourd'hui, lors de la reprise d'une école de spécialistes, dans l'école d'infirmiers spécialisés en anesthésie, j'ai eu 4 heures de cours aujourd'hui et je vais vous garantir, c'est Jalin, 4 heures sous un masque, derrière un masque, c'est pas facile. Oui. Alors, les personnes adultes, les personnes âgées qui vont faire des cours derrière un masque, je peux déjà leur garantir il faudra qu'ils se préparent. À la limite, qu'ils s'entraînent le week-end pour savoir s'ils tiendront. Parce que on a quand même, on a un sentiment, n'est-ce pas, de pas bien respirer derrière un masque, surtout quand on parle ou on chante. Donc, oui, si les enfants ne sont pas beaucoup atteints, il faudra quand même aussi, effectivement, chez tous les enseignants, être encore doublement vigilants pour éviter, n'est-ce pas, qu'on se retrouve devant la population d'enseignants complètement sévie par le coronavirus. Voilà, docteur honorable Marlise Doualabel, cette situation, le docteur Ntouba dit, c'est pas une mauvaise décision, ce n'est pas bon non plus, mais il essaye de dire qu'on devra faire forcément avec. On ne peut pas laisser, l'école doit continuer quand même, mais il dit que les enseignants doivent se préparer. Hein. Ouais, c'est pas évident. Oui. Mais ce n'est pas évident. Sauf qu'à un moment donné, un pays choisit une voie. Oui. Et cette voie a été choisie par ceux qui nous gouvernent, qui certainement ont plus d'informations que nous et qui ne sont pas plus fous que nous. Est-ce que vous imaginez le gouvernement du Cameroun en train d'exposer les enfants à la mort? Ça m'étonnerait énormément. Oui. Donc cette décision, comme elle a été prise, à mon avis, quand on est positif, quand on veut construire ensemble, on se met avec le gouvernement et on donne le meilleur de soi pour que ça se passe. Je voudrais revenir avec votre permission sur ce que j'ai dit sur les syndicalistes. Oui. Je n'ai pas dit qu'ils ont faux. J'ai dit qu'ils ont émis des réserves et que dans ces réserves, on ne peut pas tout balayer du revers de la main. Il faudrait quand même qu'on les écoute et que, argument par argument, qu'on essaye ensemble de trouver une issue. Mais ça ne peut pas constituer un bras de fer. À mon avis, ça ne doit pas constituer un bras de fer parce que dans les civilisations avancées, quand on a affaire à des personnes civilisées, en général, autour d'une table, on arrive à trouver des décisions consensuelles qui permettent quand même à ce que les choses se fassent. Alors, par exemple, quand ils disent qu'ils veulent une prime de risque, voilà un argument qui a été donné par certains syndicats. Il nous faut une prime de risque. Est-ce que la prime de risque
empêche la contamination? Non. Maintenant, ce qu'ils veulent dire quand ils demandent une prime de risque, c'est un peu ce que vient de dire notre copanéliste. Ouais, c'est que le métier, à ce moment précis, devient un peu plus compliqué qu'avant et que, bon, une indemnité pour soutenir cet effort pourrait être normale, par exemple. Mais ils ne peuvent pas mettre en avant qu'il leur faut des primes de risque. On vous donne donc la prime de risque, 10 000, 15 000, 20 000. Ça vous empêche d'être contaminé? Non. Donc, moi, je préfère, par exemple, ce qui s'est passé autour du lycée Josse, parce que le proviseur a réussi quelque chose de formidable, à mettre du rythme, à donner envie à toute la communauté éducative pour conjuguer nos efforts. Et nous avons conjugué nos efforts. Et je peux vous dire qu'il y avait des situations qui paraissaient compliquées, très compliquées, mais pour lesquelles on a trouvé des solutions. Lesquelles, par exemple? Par exemple, on avait un problème de masques. Oui. Nous nous sommes dit que pour être sûr que les enfants sont protégés, que le corps enseignant est protégé et que le personnel administratif est protégé, il faut que les masques soient produits et distribués par le lycée. Et ces masques doivent avoir être homologués par la norme ANOR. Oui. Voilà une décision. Alors il y a des gens qui ont dit oui, mais est-ce qu'on va avoir le temps? Mais comment est-ce qu'on va faire? Non, on va faire. Il suffit d'abord de dire qu'on va faire. Nos enfants, dès qu'ils traversent la barrière, nous voulons avoir la certitude qu'ils sont protégés. Et nous voulons avoir la certitude que quand ils rentrent à la maison, ils ne présentent pas un danger pour leurs parents. En fait, tel que nous avons fait les choses au lycée Josse, le seul parcours que nous ne maîtrisons pas, c'est entre la maison et le portail du lycée Josse. Et le portail du lycée. Mais maintenant, nous avons estimé que c'est le lieu de renforcer la sensibilisation. D'abord, en mettant les pères éducateurs dans chaque classe. On a réussi à faire des classes de 24. Bon, comme on n'avait pas suffisamment de salles de classe, on a opté pour la mi-temps. Oui. Donc tout le monde ne vient pas en même temps. Il y en a qui commencent à 7h30 et qui terminent midi. Les autres reviennent à midi 30 ou 13h et ils repartent à 17h. Donc ça fait que nous avons pu respecter les effectifs, la distanciation. Nous avons eu, et souvent c'est aussi la personnalité du proviseur qui permet toutes ces choses-là, que ce mouvement se fasse autour de lui. Les anciens du lycée ont offert tous les robinets, tout le matériel pour lavage de mains, avec le savon, avec les gels. Nous avons tenu une réunion, j'ai convoqué le conseil d'établissement, parce qu'on se considère en guerre. Nous sommes en guerre contre le Covid. Et ça prend un fonctionnement qui n'est plus un fonctionnement, j'allais dire, normal. Donc nous avons eu un conseil extraordinaire où nous avons relu notre budget pour savoir où on était rendu après les pratiquement 6 mois d'école. Oui. Où est-ce qu'on était rendu? Ce qui nous restait comme argent? Où est-ce qu'on pouvait trouver les ressources? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Parce qu'il faut qu'on soit à la hauteur du défi qui est le nôtre. Que nos enfants puissent entrer dans une école propre, nette, désinfectée, avec un système de toilettes, avec Dame Pipi, qui nettoie les toilettes au fur et à mesure que les enfants y vont. En tout cas, la tournure d'esprit du proviseur a fait que tout le monde se mette là-dedans. Par exemple, l'APE. Le président de l'APE, c'est lui qui, dans son lobbying aussi, dans son plaidoyer, a trouvé une entreprise qui est venue, la SECA, qui est un des membrements de Isacam, je crois. Oui. C'est eux qui ont désinfecté. Donc, quand les gens, psychologiquement, se mettent dans la position des gens qui veulent gagner, ils trouvent les solutions pour. Parce qu'en fait, ces solutions-là, c'est quoi? Ces solutions-là, c'est les mesures barrières. Ces solutions-là, c'est comme on l'a fait, mettre en place les pères éducateurs dans chaque classe qui vont veiller à ce que leurs camarades n'aient pas de comportement
j'allais dire, pas claires. Oui. Et aussi, soit capable de conduire un enfant qui ne se sent pas bien auprès de l'infirmier, qui lui va appeler le 15-10 pour qu'on sache ce qu'on peut faire dès qu'il y a un cas. Donc nous avons essayé autant que faire se peut. Je ne pense pas que nous soyons parfaits. Nous aussi, on a pris les bonnes pratiques ailleurs. Hein. Oui, justement. Les bonnes pratiques des autres nous ont aussi aidés à mettre en place j'allais dire un processus d'accompagnement de nos enfants qui n'est peut-être pas parfait, mais qui sécurise énormément. Nous avons la minute Covid. Le matin, quand les enfants entrent en classe, première chose, minute Covid pour une sensibilisation. Parce qu'effectivement, on sait que dans beaucoup de maisons, les parents sont au bar peut-être. Hein? Mais nous ne pouvons pas penser que ces parents-là ont le droit d'empêcher à nos enfants la socialisation et l'éducation dont ils ont droit. Surtout que la période est suffisamment courte pour que si la communauté éducative de chaque lycée, de chaque établissement se met à l'œuvre, on peut sécuriser et avoir des cours dans de bonnes conditions. Donc pour moi, ce n'est pas... ma copanéliste s'inquiétait en disant que vraiment ce gouvernement-là, qui n'est pas responsable et tout, mais c'est le gouvernement qui pilote. Désolé. Et je pense que chaque enseignant sait qu'à partir du moment où il est enseignant, il a le devoir d'enseigner. C'est dans la loi. Mais pas dans n'importe quelle condition aussi. Hein. Mais il fait partie de la communauté éducative, donc il doit contribuer, c'est-à-dire dire ce qu'il pense qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, pour que lui, il puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'ils se vivent comme des joueurs sur le banc de touche. Honorable Douala-Bel, nous restons, malheureusement, ça c'est le cas du lycée Jos, nous sommes à Douala. Quand vous regardez les images qui nous viennent de l'arrière-pays, c'est pathétique. Je vais vous tranquilliser, parce que les 5000 dont on parle là, c'est pas dans l'arrière-pays. Le plus gros, c'est Douala et Yaoundé. Maintenant, dans les établissements qui sont dans l'arrière-pays, il y a un autre type de problème. Voilà. Mais, je dis encore une fois, c'est des personnes intelligentes. Ces professeurs-là ont tous minimum bac plus 5. Oui. D'accord? Donc, ce n'est pas des personnes qui sont incapables de réfléchir. Quand on est dans un établissement à l'arrière-pays et qu'on a des problèmes logistiques, qu'on a des problèmes peut-être d'eau, qu'on a des problèmes, mais on s'assoit et on voit ensemble avec le proviseur comment limiter l'exposition des enfants au danger. Ok. Donc merci. Voilà un peu comment moi je perçois la chose. Merci. On va terminer le premier jet avec le docteur Nokam tout à l'heure. On n'écoutait pas, on ne les saisissait pas bien. Docteur Nokam, sur cette rentrée annoncée le 1er juin, comment comprendre ça? On a du mal, hein? Voilà, décidément, on va revenir, Valérie Niek, sur cette situation. On a quand même, l'honorable Douala-Bel parle de ce qui est fait. L'accompagnement, on parle de la communauté éducative, donc ce n'est pas une affaire seulement l'État et les parents et tout le monde, les enseignants, le staff administratif, tout le monde doit se mettre à l'œuvre pour que les choses se passent bien. Ce qui est merveilleux dans son intervention, M. Serge Anotou, c'est que vous avez bien fait de tout de suite soulever qu'elle parle d'un seul cas, ou alors d'un seul établissement, à savoir le lycée Jos. Monsieur Otto, ce n'est pas le seul établissement qui soit à Douala, 2 dans le Cameroun. Et il y en a pas mal d'établissements. Bien. Mais, et puis, honorable ou ex-honorable Marlise, permettez ainsi. Allez-y alors avec Marlise Douala-Bel. Le ex fait un peu trop... D'accord, madame Marlise Douala-Bel. Vraiment, je ne sais pas si nous sommes dans le même Cameroun, mais le Cameroun dans lequel moi je suis et que je côtoie tous les jours, je sais que c'est un Cameroun où, dans nos établissements, on trouve des gens qui ont... Pour ceux qui peuvent avoir beaucoup, n'est-ce pas, dans les vacataires, c'est le bac. Il y a des vacataires qui n'ont que le bac. Oui, et alors ils réfléchissent pas. Pour ceux qui sont à l'école, il y en a qui ont le bac plus 3 et d'autres qui ont le bac plus 5, comme vous avez dit. Parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait croire aux Camerounais que tous les enseignants ont un minimum de bac plus 5. C'est faux, madame Marlise. C'est complètement faux.
Alors, je dis pour ceux qui sont formés. Ils ont quoi? Pour ceux qui sont formés dans nos écoles, c'est Bac plus 3. Bac plus 3. Ensuite, Et avec un Bac plus 3, on ne réfléchit pas. Madame Marlise, je pense que c'est moi qui ai la parole. Vous avez raison, allez-y. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous avons des vacataires qui sont dans nos établissements. Ça, c'est un pan de la chose. Prenons l'autre pan. Allons dans l'arrière-pays. Vous savez, il me souvient, le premier cas de coronavirus a été détecté dans ce pays le 6 mars. Si mes souvenirs sont exacts, on a commencé par un cas avant d'en arriver à 5500. Si vous osez dire aujourd'hui en Mondovisio, aux Camerounais, que non, en fait, les 5000 cas là, c'est seulement dans les métropoles. Mais je dis, ça c'est... J'ai failli sortir un mot. Vaudrait mieux ne pas le sortir par respect pour nous tous. Madame Marlise, un cas, s'il y en a dans l'extrême nord, ça peut devenir 5500 cas. La preuve avec le Cameroun. On avait juste un cas et nous sommes passés à 5000. Donc, franchement, vouloir minimiser le risque à ce point, c'est un peu comme si vous voulez insulter les autres, Madame Marlise. Je vous sais assez respectueuse, vous ne saurez le faire. Alors, de grâce, n'allez pas dire aux téléspectateurs que les 5500 cas, c'est seulement ici et par conséquent ailleurs. On n'a pas besoin de respecter autant les mesures ou alors on n'a pas besoin de faire autant, de prendre autant de précautions comme vous avez pris au lycée Jos. Non, il ne faut pas nous faire croire cela. Quand je dis ceci, je continue en disant, vraiment, Madame Marlise, pour moi, je considère cette ouverture de bar et tout ce qui va avec comme étant un stage pour le gouvernement. Vous savez, lorsque vous allez dans une entreprise et que vous faites un stage, c'est au vu des bons résultats de votre stage que l'employeur vous embauche. Si les résultats n'ont pas été bons, on vous rejette. Pour ma part, les résultats n'ont pas été bons pour le Cameroun. Mais alors, pas du tout. Alors, quand vous pensez que le gouvernement ne peut pas envoyer nos enfants dans la mort, désolé, on pourrait le penser, parce qu'il pourrait le faire, même de façon inconsciente. Ça peut arriver. On peut prendre le temps de faire l'étude d'une situation, mais que l'étude soit fausse. Nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Ça, c'est une évidence. Par conséquent, le stage ayant raté, il est vraiment beaucoup, mais alors extrêmement risqué d'envoyer nos enfants dans les écoles pour l'emploi. Parce que pour moi, là, je considère ça comme étant de l'emploi. Donc franchement, là-dessus, de grâce, convenons ensemble que le stage au niveau des bars a déjà complètement échoué. Maintenant, quand vous me dites, moi j'ai envie de demander, Madame Marlise, quand vous parlez de la distanciation au lycée Jos, puisque c'est votre cas que vous avez pris, c'est le seul lycée que moi je connaisse qui prenne autant de précautions. Quand on parle de cette distanciation, moi je sais que l'OMS, elle a dit, distanciation entre les bancs, c'est 1 mètre. Il y a vraiment 1 mètre dans cet établissement. Si tel est le cas, vous pensez qu'il peut y avoir 1 mètre entre les bancs dans combien d'établissements dans ce Cameroun? Personnellement, je ne peux même pas citer 10. Et pourtant, nous avons des milliers d'établissements dans ce pays. Combien d'établissements vont pouvoir respecter les mesures barrières? Combien d'établissements vont arriver à mettre, n'est-ce pas, devant leurs entrées, les seaux d'eau et tout ce qui va avec? Il y en a combien? Je ne sais pas si vous connaissez ou alors si vous côtoyez souvent les périphériques. Parce que quand on va dans les zones périphériques, moi j'y ai été, j'ai eu à travailler là-bas quelques années, dans les zones périphériques, il y a ce qu'on appelle de la poussière. Mais alors, c'est immonde, c'est extraordinaire la poussière. Vous restez en classe pendant 1 heure de temps, il y a la poussière qui vient se verser sur vos bancs. De temps en temps, il faut seulement nettoyer le banc. Que faites-vous dans ce genre de cas? Parce que quand vous restez en ville, oh c'est bien beau, c'est la ville, il y a trop peu de poussière, surtout à Bonanjo, là où se trouve le lycée Jos. Tout est nickel là-bas, les routes sont extraordinaires, c'est tellement beau et consort. Mais désolé, le pays ne se limite pas à Bonanjo, le pays va au-delà de Bonanjo. Au-delà, et c'est ce que nous devons comprendre et nous devons intégrer, que le pays est bien plus que Douala, Yaoundé. Le pays est bien plus que les quartiers UP de Douala et de Yaoundé. Et c'est surtout de la population mise en minorité que nous devons nous soucier. Pas ceux qui pensent avoir. Non, ce sont les minorités qui doivent attirer notre attention. Et les minorités, c'est ceux-là qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, malgré toute la bonne volonté. Parce que vous l'avez dit malheureusement tout à l'heure que quand on veut, n'est-ce pas, voir les choses avancer, ou quand on veut être gagnant, on doit se mettre dans la posture. Madame Marlise, on peut y avoir toute la bonne volonté du monde, mais ne pas y arriver si on n'a pas les moyens d'accompagnement. Ok. Docteur Nokam, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Docteur Nokam, sur cette situation. Voilà, Docteur Nokam, il est là. Oui. Voilà, lundi c'est la rentrée, votre appréciation, alors que la courbe ne fait que, la courbe est ascendante.
Oui, donc Saint-Germain, comme je disais tantôt, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle la rentrée pour le lundi 1er juin. Ouais. Parce que le fait de garder les enfants à la maison pendant longtemps, ça va entraîner un décrochage scolaire pour les enfants qui n'ont pas les parents qui peuvent continuer à les former à la maison. Et puis, il faut qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Je vais vous donner deux exemples. L'exemple de la Suède, où les enfants n'ont jamais arrêté l'école. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place les mesures de distanciation. Il y a des masques pour les instituteurs. Et même ici en France, depuis quelques semaines, les enfants repartent à l'école. On a fait deux groupes. Par exemple, je prends le cas de mon fils qui est en grande section. Lui, il va à l'école le lundi et le jeudi. Il y a un autre groupe qui part le mardi et le vendredi. Ça permet de limiter le nombre d'enfants à l'école, dans la classe. Les instituteurs ont les masques. Et il y a un circuit. Il y a un circuit que les enfants suivent pour entrer. Les parents, nous n'avons plus le droit d'entrer dans la classe. On dépose les enfants à l'entrée, la maîtresse s'occupe de l'enfant. Il y a un circuit respecté. Dès que les enfants arrivent, on remet le gel hydroalcoolique à l'entrée de la classe. Ils vont s'asseoir. Avant de ressortir, ils se lavent les mains. Donc, il y a les mesures d'hygiène basiques. Je pense que si toutes les écoles du Cameroun mettent en place ces mesures d'hygiène qui est la base même de la médecine, et si on respecte ces mesures de distanciation, je ne pense pas qu'on sera aussi pénalisé. D'autant plus qu'il faut savoir que la COVID-19 est une maladie qui touche surtout les adultes. Les enfants sont souvent des porteurs sains. Ici en France, nous avons eu 150 cas d'enfants qui ont développé une forme de maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Mais sur ces 150 enfants, on a eu un seul décès qui avait d'autres comorbidités. Donc, je vais déjà dire, pour nos enfants, pour les enfants, il y a peu d'inquiétude. C'est vrai que les enfants peuvent contaminer les parents, mais pour éviter que les enfants soient contaminés, il faut mettre en place ces mesures de distanciation, qu'on diminue le nombre d'enfants à l'école, qu'on remette en place les règles d'hygiène basiques, et surtout, et ça permettrait d'éviter que les enfants restent à la maison, d'autres vont peut-être dévier vers la délinquance, et après, on aura d'autres vices de la société qui vont apparaître, qui sont encore plus graves que la COVID-19. Donc, ne soyons pas... la COVID-19 ne doit pas venir nous empêcher de vivre, comme ça ne doit pas empêcher la Bayam Salam, la femme qui vend son poison brisé, de continuer à vendre son poison brisé pour avoir de l'argent et avoir ses enfants à l'école, et comme ça ne doit pas empêcher l'enfant qui avait le rêve d'avoir son bac cette année, et de continuer sa vie, de devenir journaliste, aller à l'école de journaliste ou aller à la Polytechnique, de continuer sa vie. Donc, respectons les règles d'hygiène. La COVID-19 est une maladie grave, dangereuse, mais elle ne doit pas nous paralyser complètement. On doit vraiment être discipliné. Ça, j'insiste sur la discipline. Et là, il faudrait qu'on va faire confiance à nos instituteurs, aux proviseurs du lycée, aux directeurs d'école, pour organiser cela. Le gouvernement a donné l'ordre que les enfants aient l'école, comme ça a été fait en France, comme c'est fait dans beaucoup de pays. Mais bon, vous me direz qu'on n'a pas encore atteint le pic. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas atteint le pic. Mais est-ce que le fait qu'on atteigne le pic ou qu'on soit à la phase descendante va empêcher le virus de continuer? Le virus continue toujours à être propagé. Donc, nous devons vivre au quotidien avec ce virus. Nous devons nous protéger. Nous devons mettre les mesures d'hygiène. Et surtout, si un enfant a des symptômes, je rappelle pour les parents, quels sont les symptômes qui doivent amener les parents à aller consulter le médecin pour les enfants? Chez les enfants, c'est la diarrhée, les éruptions cutanées. Et si ce n'est rien fait, effectivement, ça peut être compliqué pour les problèmes cardiaques. L'enfant qui est décédé en France, effectivement, il est décédé d'un problème cardiaque. Donc, respectons les mesures, surveillons nos enfants et puis organisons mieux l'école pour accueillir les enfants, afin que nos enfants ne deviennent pas des délinquants parce qu'ils ont raté une année scolaire. Ça, je pense que c'est un problème de société et nous devons être tous alertés, les parents, les instituteurs et tout le monde. Voilà ce que je peux dire déjà sur ce point. Donc, Docteur Nokam, vous pensez qu'on devrait intégrer cette maladie-là comme une autre pandémie, le VIH-Sida? Donc pour ça, l'école doit continuer, comme disent certains. On doit intégrer le Covid-19 dans nos habitudes. Moi, je pense que ce qu'on va quand même noter, la Covid-19 a changé notre manière de vivre, y compris la mienne. Et je pense que tout le monde doit donc s'adapter à cela. Je parie qu'il y a beaucoup de gens, parmi vous, parmi les adultes et les enfants,
qui ne lavaient pas leurs mains chaque fois qu'ils arrivaient au travail, qui n'avaient pas leurs mains chaque fois qu'ils arrivaient chez eux, qui ne prêtaient pas attention à ce qu'ils touchaient. La Covid-19 nous amène à être rigoureux, et c'est tant mieux pour l'Afrique parce que nous avons beaucoup d'infections chez nous, et la plupart des infections que nous avons, la dysenterie, le choléra, si on mettait en place des mesures d'hygiène strictes, on éviterait beaucoup de cas. Donc, il faut qu'on intègre ça dans notre vie et qu'on mette des masques. J'insiste vraiment sur les masques. Hein. Les masques, même si on va dire ça nous permet de respirer le gaz carbonique, si les instituteurs mettent des masques, les profs mettent des masques, les enfants du lycée mettent des masques. C'est vrai que pour les grandes sections, les maternelles, c'est difficile à dire enfants de maternelle de mettre les masques, mais si les maîtresses mettent des masques et qu'on respecte les mesures d'hygiène, on devrait vivre avec. Donc, c'est une maladie qui nous appelle à être rigoureux et surtout à être plus discipliné dans ce que nous faisons. Donc, voilà. N'arrêtons pas de vivre, intégrons cela dorénavant, que cette maladie est là et qui nous amène à être vraiment disciplinés. Donc, moi j'ai intégré ça dans ma vie et je pense que tout le monde intègre dans la vie. On ne doit pas arrêter de vivre parce qu'il y a cette Covid-19 qui est arrivée. On doit continuer à vivre, mais en étant beaucoup plus prudent qu'avant, en étant beaucoup plus strict. Et comme disait notre honorable député, mon lycée, le lycée Jos, où j'ai eu mon bac, ça ne m'étonne pas que le professeur du lycée Jos ait pris des mesures exemplaires. Et c'est ce que j'encourage. Ça doit être un exemple partout au Cameroun. On doit respecter ces mesures et vivre avec cette Covid-19 comme on vit aujourd'hui avec d'autres infections, comme le VIH effectivement, en prenant les mesures pour éviter la contamination. Voilà. Merci, Dr Nokam. Honorable Marlise Doualabel, oui. Compris, Dr Nokam dit qu'on devrait intégrer, mais être beaucoup plus rigoureux. Hein. Absolument, absolument. C'est en fait... Covid a changé notre manière de vivre. Hein. Absolument. Je voulais dire à Madame Niek, je connais le discours populiste qui consiste à dire que les membres du gouvernement ne se préoccupent pas de la population camerounaise, on est prêt à la sacrifier, ça leur a valu quelques sièges à l'Assemblée nationale, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas un discours juste, parce que la majorité des personnes qui sont dans cette Assemblée nationale, qui sont dans le gouvernement, ont fait leur classe dans 16 écoles de brousse, dans 16 écoles de l'arrière-pays. On peut avoir une école modeste et s'organiser au niveau de la communauté éducative pour que ce soit une école propre. La propreté n'a rien à voir avec le marbre, avec des vitres ou avec quoi que ce soit. Ça, besoin qu'on se soucie de qu'il y a du papier par terre, on le ramasse. Quand on arrive le matin, on asperge de l'eau pour que la poussière ne monte pas facilement. En tout cas, ce n'est pas parce que ces enseignants ont le baccalauréat qu'ils ne réfléchissent pas. Mais c'est souvent parce que, et c'est l'une de leurs revendications que moi j'aurais retenue, certainement, peut-être que dans certains établissements, les enseignants ne se sont pas suffisamment sentis impliqués dans la riposte qui est organisée pour cette rentrée. À Jos, et je pense que ça a été, parce que Madame le ministre a quand même donné un certain nombre d'instructions. Nous, on n'amène pas tout le monde le premier, hein. On n'est pas fous, hein. Le premier, c'est la rentrée des terminales, point barre. Okay. Et pendant 3 jours, nous expérimentons ce que nous avons conçu sur papier. Oui. Et avec ça, on peut corriger, parce que sur papier, vous pouvez écrire des choses très belles. Mais au moment où vous implémentez, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc nous nous sommes donné ces 3 jours pour les terminales commencent le 1er juin. Le 1er juin. Voilà. Et les troisièmes sont à la maison, les premiers aussi. À la maison. Donc nous avons le système, quand un élève arrive, il est flashé. Première chose, personne n'entre sans avoir été flashé. Et il a son masque et il passe, il y a un chemin, un couloir, il passe pour se laver les mains et il va... Actuellement, le travail qu'il est en train de faire, c'est numéroter les places pour que chaque enfant ait son numéro et tout. Et on est même en train de prendre la précaution qu'après les deux sessions, c'est-à-dire après ceux du matin, on se prend 30 minutes pour essayer de tout mettre en ordre et désinfecter autant que faire se peut les places qui ont été occupées. Maintenant, je voudrais répondre à Madame Niek pour lui dire que, effectivement, ça ne peut pas être
parfait partout. Déjà, nous ne sommes pas parfaits sans Covid, parce que nous sommes un pays en voie de développement. Nous sommes 12e sur les pays, si on prend l'indicateur de la scolarisation dans le primaire, le Cameroun est 12e sur 56 pays. Donc ça veut dire que nous faisons quand même beaucoup d'efforts pour éduquer nos populations. Voilà, merci. Donc, merci, on revient après le journal. Parce qu'elle est déjà là. Nadine Yambo, bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur la sortie de Charles Blé Goudé au lendemain de la levée de certaines restrictions. Après avoir donc remercié tous ceux qui l'ont soutenu, Charles Blé Goudé invite tous les Ivoiriens à prendre activement part au processus d'enrôlement des électeurs en vue de la présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. Ce soir également, nous évoquerons cette campagne de répression lancée par le préfet du Mbam contre le non-respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. L'autorité administrative donne l'ordre aux forces de sécurité pour disperser toute manifestation de plus de 50 personnes. Et la situation épidémiologique dans la région du littoral est inquiétante. La courbe de contamination est à hausse avec 1431 cas, dont 230 en une seule semaine. Alors que l'inquiétude gagne les cœurs des familles à 2 jours de la reprise des classes, les maires de la cité capitale économique jouent la carte de l'optimisme. Et dans la région de l'extrême nord, dans quelles conditions ces élèves vont reprendre le chemin des classes le 1er juin prochain? Notamment, il faut préciser qu'aucun dispositif n'a encore été mis en place, ni moins la reconfiguration des salles de classe ainsi que les bornes de lavage des mains. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve donc après le journal de 20h du vendredi de Nadine Yambo. Ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités. En France, Dr Ntouba Alexandre et le Dr Nokam Ghislain. Ici en plateau à Douala, l'honorable Marlise Doualabel face à Valérie Niek. Dans un instant, le 20h de Nadine Yambo.